Les tensions ne faiblissent pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Nord Kivu est toujours à feu et à sang. Dans ce contexte, le président rwandais Paul Kagame a accordé une interview à Jeune Afrique dans laquelle il ne nie pas que ses troupes se trouvent dans la région de Goma. Do you recognize the presence of Rwandan troops in Eastern Congo? Why, in any case, would Rwanda be involved if it were? Meaning, I'm asking, those who are accusing Rwanda of being involved in DRC or the forces of Rwanda being involved in DRC, I'm asking the same people, why do you think Rwanda would be involved in DRC? Would it be for fun? Is there fun that would put our forces on the ground in any situation, this time in Eastern DRC? And I'm saying this so that they don't escape the responsibility they have for why Rwandan forces would be in DRC if the forces were there. Bienvenue Matoumo. En gros, Paul Kagame admet à mi-mot son implication en RDC, mais estime qu'il y a d'abord et avant tout des problèmes internes qui créent des flux de réfugiés arrivant massivement dans son pays. Est-ce que ce semi-aveu est un progrès et pourquoi le pouvoir de Félix Tshisekedi n'est pas parvenu à rééquilibrer le rapport de force militaire de ces dernières semaines? Alors, il faut noter que depuis 30 ans, Kagame n'a jamais quitté le Congo. Je veux dire, les troupes rwandaises sont toujours présentes au Congo, sous multiples formes. Ça peut être soit à travers les groupes proxy. Il avoue quasiment. Oui, il avoue aujourd'hui parce que toutes les preuves sont réunies. Il y a les rapports des experts des Nations Unies qui ont documenté la présence des munitions et des missiles sol-air de l'armée rwandaise au Congo. Et les militaires qui combattent sont vus comme des Rwandais parce que les populations locales dans le territoire de Rutshuru et Masisi voient les militaires du M23 portant des uniformes rwandaises. Donc ce n'est pas une nouveauté que Kagame avoue ouvertement qu'il est au Congo, et même s'il tente de justifier cette présence par le fait qu'au Congo, il y aurait des génocidaires FDLR qui constituent une menace pour les Rwandais. Et en gros, il explique aussi que la crise des réfugiés le touche, donc bon voilà quoi. Oui, c'est un prétexte que Kagame a toujours mis à visibilité pour justifier ces multiples déstabilisations, ces multiples agressions. Mais je pense aussi, l'autre problème, c'est l'organisation congolaise attaque-t-elle. On a l'impression, quand on est à Kinshasa, que le Congo n'est pas agressé. Ça, c'est le sentiment qu'on développe tout de suite quand on arrive dans l'île de Kinshasa. Ce n'est pas une justification, on a opté pour un modèle de décentralisation qui permet que le pouvoir soit partout et soit animé d'une manière efficace. Mais c'est juste que les autorités congolaises ne comprennent pas la question de l'Est. Ça, on le sent. Parce que justement, l'offensive de Kinshasa est en échec. Le front ne s'est pas modifié en faveur du Congo dans le Nord Kivu. Oui, justement, nous perdons les espaces. C'est les M23 avec le soutien du Rwanda, de l'Ouganda aussi, il faut le noter, qui justifie que nos militaires ne sont pas en mesure de résister. Et surtout que nos militaires sont parmi les armées les moins formées, mal payées. Donc il y a des raisons pour lesquelles ces militaires peuvent être démoralisés. Et les supplétifs de cette armée, est-ce qu'ils lui font pas plus de mal que du bien? C'est-à-dire, parce que ces militaires congolais travaillent avec des supplétifs qui ne sont pas forcément organisés selon la discipline militaire. Ça ne doit pas arranger les choses. Oui, ben, ces jeunes qu'on appelle les Wazalendo, signifient patriotes, ben, ils n'ont pas de choix que de se battre pour protéger les terres et pour protéger le peu d'espace qu'on peut le faire. Donc ces jeunes aujourd'hui constituent une forme d'engagement des habitats du terroir contre une agression. Ils ne sont pas intégrés dans l'armée? Non, ils ne sont pas intégrés dans l'armée, ils sont en collaboration avec l'armée. Et ce qui est assez intéressant parce que... Au Burkina, par exemple, les volontaires de la patrie ont été intégrés dans l'armée. Non, mais elles ne sont pas encore intégrées dans l'armée, même si on a mis en place une loi des réservistes qui montre que ces groupes seront déversés dans la catégorie des réservistes qui pourront être mobilisés à tout temps que le pays est agressé. Mais encore une fois, moi je le dis souvent, et c'est la position de Lucha, il ne revient pas au groupe supplétif, ou à Zaren soit-il, de nous protéger. Il suffit de construire une armée qui a la responsabilité de pouvoir nous protéger. Ces groupes qui sont autour des jeunes de moins de 30 ans, ces jeunes, à mon avis, peuvent aller
s'occuper d'autres types de formations. Ils peuvent aller à l'école, nombreux n'ont pas étudié, ils peuvent chercher de l'emploi. Ils n'aspirent pas forcément à être des militaires. Ce sont des jeunes qui y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont face à l'agression et se disent « nous sommes abandonnés par l'État, on ne fait que nous battre par nous-mêmes pour essayer de repousser l'ennemi ». Mais ce n'est pas une solution qui peut être tenable sur la durée. Il faut à un moment donné que l'État congolais accepte d'investir dans l'armée, de construire une armée efficace pour que nous soyons en mesure de dissuader les voisins qui ont toujours voulu nous déstabiliser, à la fois pour sa sécurité, mais aussi pour exploiter les ressources minières que nous disposons dans cette région. Alors Fabrice, est-ce que c'est un aveu de force, de faiblesse, les propos de Paul Kagame qui dit, bon, oui, alors, peut-être que je suis là. Oui, juste à relativiser un petit peu, il ne dit pas clairement oui, mais dans ses propos, on entend si bien... j'étais là, ce serait pourquoi, bref. Oui, il sous-entend quelque part qu'effectivement, il doit combattre les FDLR. Alors, il y a cette ritournelle... Il ne parle pas que des FDLR, il a plusieurs types d'arguments. Il parle du M23, mais à demi-mot, quoi. Mais je reviens quand même sur la FDLR parce que c'est quand même la ritournelle habituelle de la part de Kagame, du président Kagame, qui à chaque fois revient là-dessus pour dire que effectivement c'est ce groupe armé qui a été créé par des hauts responsables du génocide. C'est mieux de dire ça parce que le mot ex-génocidaire, alors que le génocide a eu lieu il y a 30 ans et que ceux qui ont commis le génocide sont en grande partie morts, en fait c'est peut-être les descendants ou bien les héritiers politiques. Voilà. Et c'est assez frappant de constater qu'en 2009, Kabila, le président Joseph Kabila, a permis à Kagame d'aller traquer les FDLR dans l'est du Congo et que cette opération n'a apparemment pas porté ses fruits et qu'aujourd'hui, encore autant d'années plus tard, on soit encore en train de parler du fait que la FDLR représente une menace. Ça ressemble quand même beaucoup à un alibi pour soutenir le M23 en sous-main. Et c'est quand même assez frappant aussi de voir la façon dont il a pu s'indigner quand, au début de cette année, la SADC a décidé d'aller soutenir les forces armées congolaises et que l'Union africaine, elle, a aussi avalisé ce soutien. Kagame se sent un peu isolé, j'ai l'impression. On parle d'une rencontre à venir avec le président Tshisekedi. Malheureusement, il y a beaucoup d'initiatives. On a vu celle de Luanda qui n'a pas vraiment porté ses fruits non plus. Il y a beaucoup d'initiatives de dialogue qui n'aboutissent à rien. La place aujourd'hui à l'affrontement frontal ne laisse plus de doute. Je pense que la RDC est dans son droit d'aller défendre son territoire souverain et que Kagame joue un double jeu qui peut être dangereux pour le Rwanda. Oui, mais on voit en effet peut-être aujourd'hui les masques tomber alors qu'on est dans un jeu de théâtre d'ombre depuis des décennies, finalement. La question, là aussi, c'est toujours l'internationaliste qui parle, et celle des soutiens internationaux, dont on voit même des ramifications au sein du système multilatéral, puisqu'il y a aussi cette question de l'Organisation internationale de la francophonie, avec laquelle la RDC semble indiquer qu'elle souhaite prendre ses distances. RDC qui est le premier pays francophone au monde. Qui est le pays, exactement. Mais l'OIF, dont la secrétaire générale, effectivement, est issue du Rwanda. Et ces questions de la façon dont les acteurs internationaux se positionnent va être absolument fondamentale. On voit très bien qu'au sein des Nations Unies, également, des lignes de fracture se laissent entrevoir, que la position française, là aussi, a été perçue comme beaucoup trop favorable au Rwanda à un moment donné, et que son rééquilibrage, exactement, aujourd'hui, interroge et réjouit côté RDC. Et cette question, à mon avis... Les diasporas congolaises sont bien plus puissantes que les diasporas rwandaises, notamment en France et en Belgique. Surtout en Belgique. Exactement. Et surtout, on voit qu'il est très important que cette clarification au niveau international
interviennent, parce que c'est aussi une façon de faire en sorte que ce conflit ne soit plus invisible. Moi, j'ai toujours été frappée par la différence de traitement entre ce qui se passe dans l'Est de la RDC et ce qui s'est passé au Sahel, par exemple. C'est quand même un conflit où on a des centaines de milliers de victimes au bas mot, depuis des décennies, dont on ne parle quasiment plus. Donc ce réinvestissement des acteurs internationaux est absolument fondamental, mais encore faut-il qu'ils soient en mesure, et aussi bien les uns que les autres sont un peu empêchés, qu'ils clarifient leur position. Peut-être parce que, à l'image de Faure Gnassingbé, Paul Kagame aussi joue, c'est se rendre utile. C'est être sur la... C'est un très grand diplomate aussi. Oui, sur la scène internationale. Bien sûr, y compris au niveau de l'Union africaine, pardon, plus que les autres. Je pense qu'on est dans en quelques mots, je crois qu'on est dans une période où il y a beaucoup de tergiversations. Chacun essaye plus ou moins de gagner du temps ou de décrire ou de décrypter le jeu de l'adversaire. Mais ce qui me semble manquer du point de vue de ce que j'ai entendu, notamment de Bienvenue, c'est l'absence de vision. Et également de Fabrice, de vision de la part du Congo par rapport à cette situation-là, par rapport à où est-ce qu'il veut aller, par rapport à comment il veut réellement régler cette situation-là. Donc je pense qu'il faut des visions et des plans clairs de résolution de ce conflit, et qu'à partir de ces visions et de ces plans clairs de résolution de ce conflit, eh bien on mette ensemble effectivement de nouveaux acteurs ou d'anciens acteurs qui puissent vraiment faire de la résolution de la guerre au Congo un enjeu prioritaire. Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Alors bienvenue, je vais vous donner le mot de la fin pour évoquer les questions internes au Congo, parce que le conflit à l'Est masque souvent les autres problèmes. Je voulais demander comment va la RDC politiquement en dehors de ce conflit. Vous avez été vous-même arrêté en février dernier par l'Agence nationale de renseignement, qui a également été impliquée dans la longue incarcération de notre confrère Stanis Boujakera Tchamala de Jeune Afrique. Y a-t-il un raidissement sécuritaire en RDC aujourd'hui après les élections, et pourquoi? Bon, je pense que la situation interne elle est bloquée parce qu'on n'a pas un gouvernement légitime. Depuis le 20 décembre, qu'il y a eu élection contestée, il y a une partie de l'opposition et la population qui n'accorde aucune légitimité au président actuel. Les rapports sont assez marquants pour démontrer à quel point c'était une élection chaotique. Au-delà de toute considération, les gens se sont dit qu'on lui donne la chance de mener un deuxième mandat et partir. Mais là, il traîne pour former un nouveau gouvernement, alors qu'il s'est donné une majorité écrasante au Parlement. Donc, il n'avait pas besoin d'autant de jours pour former un gouvernement. Donc, on est dans une espèce de négociation entre les acteurs, qui sera Premier ministre, qui va être quel chef de corps, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Donc ce sont des débats internes qui ne finissent pas et qui malheureusement prennent de l'espace dans la sphère politique congolaise, et ça fait ignorer ce qui se passe dans l'Est du pays. Donc là, moi j'attends voir qui sera Premier ministre et quelle sera la taille du gouvernement, parce qu'il y a un débat assez important au Congo sur les traits de vie des institutions. 80% des ressources de l'État sont consommées par les institutions et le fonctionnement de ces dernières. Donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'on va réduire les émoluments des députés nationaux, mais là encore, au lieu de nous montrer que ce ne sera pas possible, parce qu'il me semble que le député national va partir de 21 000 à 33 000 $ comme émolument mensuel, ce qui laisse penser aux gens qu'il y a un projet de réforme de la Constitution. On veut gâter les députés pour que Tshisekedi, qui visiblement prend du goût du pouvoir et qui n'espère pas quitter d'ici 5 ans. Donc il y a beaucoup de débats, de spéculations évidemment pour savoir... Mais pourquoi par exemple on vous arrête? On nous arrête parce qu'on estime qu'on joue un rôle au sein de la jeunesse congolaise. On essaie d'organiser les jeunes, on essaie de se positionner sur la gouvernance interne, et puis on a un carnet d'adresses assez fourni au niveau international. Ça dérange le pouvoir qui veut créer une forme d'espace contrôlé, un espace autocratique, et nous ne sommes pas prêts à succomber devant ce genre de répression. Et aussi, c'est que moi je viens de l'Est du Congo, donc je suis affecté d'une manière directe par ce qui se passe au Congo, et je ne peux pas me taire, ce qui fait que j'organise avec Kelucha des mobilisations pour dire on a besoin que vous récupérez les espaces contrôlés par la 23, on a besoin que vous tirez les conséquences de votre inaction, votre action inefficace dans le sens d'organiser l'armée. Et bref, donc toutes ces questions qu'on pose dérangent évidemment, et Tshisekedi
Il a l'air d'être démocratique, mais en vrai, il ne l'est pas. Et il n'a supporté pas, je pense que le fait qu'on les critique, au-delà de sa trajectoire personnelle, qui est très controversée, ou alors les choix politiques qu'il a menés les 5 dernières années.